Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias par les radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance en collaboration avec ACAT Burundi. Cette synergie est consacrée à la 41e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue mardi à Genève. Une session qui a encore une fois montré les violations des droits de l'homme qui continuent à se commettre au Burundi. Ce rapport s'est focalisé sur les violations liées sur les prochaines élections de 2020. Dans ce journal, nous allons revenir sur les inquiétudes qui ont été émises par les uns et les autres. Encore une fois, bienvenue. La commission d'enquête sur le Burundi a communiqué ce mardi son rapport trimestriel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les experts de cette commission ont exprimé leurs préoccupations face aux élections de 2020. Ils jugent que dans le contexte actuel, les élections crédibles ne sont pas envisageables. Ces commissaires de l'ONU demandent à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe au Burundi. Les précisions avec Nadège Ilakoze. Au cours de la 41e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui s'est déroulée à Genève ce mardi 2 juillet 2019, les 3 commissaires de la commission d'enquête sur le Burundi ont tous affirmé que les violations graves des droits de l'homme continuent à se commettre au Burundi depuis le mois de mai 2018, même si le gouvernement burundais fait tout pour persuader la communauté internationale que la situation est normale dans le pays. Parmi ces crimes documentés par ces enquêteurs onusiens sont cités des exécutions sommaires, des disparitions, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture, de mauvais traitements, des cas de violences sexuelles, ainsi que des restrictions des libertés publiques. Dans la présentation de leur rapport, le président de la commission d'enquête sur le Burundi, Doudou Diène, a souligné qu'il ne peut y avoir d'élections libres et crédibles vu l'intolérance politique manifeste, intolérance suivie par des multiples violations des droits fondamentaux des membres des partis politiques d'opposition. Les 3 commissaires ont ajouté que si de 2020, dont telles que la presse et les organisations non gouvernementales sont interdits d'exercer au Burundi, il ne peut y avoir d'élections transparentes, surtout que les églises sont devenues également des cibles du pouvoir burundais si elles osent dénoncer les crimes commis au Burundi. Étant préoccupés par le rétrécissement de l'espace démocratique, la restriction des libertés publiques et la continuité des violations des droits de l'homme dans cette période préélectorale, la commission d'enquête sur le Burundi a invité la communauté internationale ainsi que les membres du Conseil des droits de l'homme de rester vigilants quant à la situation des droits de l'homme au Burundi durant les élections de 2020. Merci Anadège Ilakoze. Il ne peut y avoir d'élections libres et crédibles lorsque les libertés publiques ne sont plus que théoriques et que les témoins et observateurs indépendants comme la presse et les organisations de la société civile sont systématiquement neutralisés, exclus et interdits, a souligné le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi devant le Conseil des droits de l'homme. Selon Doudou Diène, la recrudescence de la violation des droits de l'homme, surtout au cours de cette période préélectorale au Burundi, a motivé la commission d'alerter la communauté internationale à être vigilant par rapport aux élections de 2020. Doudou Diène s'est entretenu avec Janvier Nininaz. On va interpréter la communauté internationale sur un concept fondamental des droits de l'homme, c'est l'espace démocratique. Et donc, tous les droits qui permettent à une démocratie d'être une démocratie ouverte, plurielle, dans laquelle l'opposition a ses droits et les exerce dans tous les domaines, à la fois dans sa constitution comme opposition, ses moyens, mais également l'exercice de ses droits pendant le processus électoral. Donc, l'espace démocratique. Or, les crises du Burundi ont toujours été marquées, et nous l'avons documenté dans notre dernier rapport, par la réduction de l'espace démocratique. De la manière suivante, l'interdiction des partis d'opposition, il n'y en a qu'un qui a été admis donc au mois de février, et après un long combat, mais tous les autres partis sont interdits. Et ensuite, les médias ont été totalement, c'est-à-dire liberté d'information et d'expression, ont été totalement muselés. Les médias internationaux ont été expulsés du pays. Le droit de réunion, qui est une liberté fondamentale, n'est pas exercé. Donc, c'est en fonction de ce concept fondamental, nous disons à la communauté internationale et au gouvernement burundais, nous allons essayer de documenter
le respect ou non de l'espace démocratique. Et quels sont les indices qui poussent la Commission à alerter la communauté internationale à être vigilante quant à la... C'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire que ce que nous avons indiqué dans notre rapport qui est déjà publié, c'est-à-dire que le première dimension de l'espace démocratique, c'est la constitution de partis politiques. C'est-à-dire c'est la diversité d'opinion, le pluralisme politique. Et donc, on a indiqué dans notre rapport que l'histoire du Burundi est une histoire de réduction de cette histoire démocratique et donc l'élimination des partis d'opposition, à la fois légalement et par la violence. Nous l'avons documenté. Et l'autre, c'est les libertés fondamentales qui mesurent l'espace démocratique, c'est-à-dire la liberté d'expression et d'information. L'expression, c'est l'expression politique. Information, c'est que la population soit informée de la situation du pays et puis de sa position. Et nous avons démontré que ces libertés fondamentales ont été violées. Et dans l'entretemps, y aurait-il de nouvelles formes de violence liées aux élections de 2020 que la Commission aurait pu recenser dans les 3 mois? Écoutez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rester dans notre mandat des droits de l'homme, mais nous avons alerté donc la communauté internationale et le Burundi sur les points suivants que nous allons mesurer. Est-ce qu'il va y avoir, dans notre dernier rapport, nous parlons de la persistance des violations des droits de l'homme. Et cette notion a été reprise par le Conseil de sécurité. Alors, la question pour nous maintenant, dans les mois qui viennent, donc dans le contexte préélectoral et électoral, c'est de savoir si la situation va évoluer de la persistance à l'aggravation des violations des droits de l'homme sur ces 2 piliers, les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Et donc, on va essayer de documenter ça. Le rapport va aboutir à plusieurs choses importantes. Si le gouvernement du Burundi est si violent contre la commission d'enquête et attaque la commission, notamment moi en tant que président, c'est leur stratégie, ils attaquent la tête. L'ancien président, ils l'ont attaqué, il a démissionné et l'ambassadeur à New York a dit nous l'avons obligé à démissionner. Et ils m'ont demandé moi de démissionner aussi, publiquement, ils l'ont fait. Et l'attaque elle est violente, avec des pancartes et des manifestations et quotidiennes. Donc, s'ils le font, s'ils réagissent aussi violemment, c'est qu'ils savent que notre rapport a de l'effet. Alors il y a plusieurs impacts de notre rapport. Tabou Renova, l'ambassadeur du Burundi à Genève en Suisse, s'inscrit en faux contre ce rapport qu'il qualifie de mensongère pour distraire la population burundaise et plonger le pays dans l'instabilité à la veille des élections de 2020. Le pouvoir de Bujumbura va poursuivre sa voie vers les élections libres et transparentes. Tabou Renova. Le premier rapport oral présenté en mars 2019 et ce second rapport oral nous transmis hier vers 19h dévoile enfin le vrai mandat de cette commission et offre une réalité apocalyptique d'un plan de déstabilisation du Burundi dès la veille des élections de 2020. La délégation du Burundi voudrait informer que le Burundi est stable et que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. Les crimes qui se commettent sont des crimes de droit commun dont les auteurs sont régulièrement arrêtés et traduits en justice. La lutte contre l'impunité étant l'une des priorités du gouvernement. Sur le plan politique, les élections générales de 2020 se préparent déjà et tous les instruments sont là, notamment la Constitution du 7 juin 2018, la feuille de route mise en place par tous les partis politiques, la commission électorale déjà opérationnelle, le code électoral voté à 105 voix sur 108 par les députés tant du parti au pouvoir que de l'opposant Gwasagaton, etc. Le Burundi voudrait attirer l'attention des membres de cette commission que le peuple burundais est fatigué de leurs rapports mensongers, divisionnistes, provoquants et distrayants. L'année 2015 lui a servi de leçon et rien ne viendra plus au bout de sa détermination pour consolider la paix et la réconciliation et se choisir librement ses propres dirigeants. Au cours de cette 41e session à Genève, la Danemark s'est dite inquiète de l'intolérance politique, le rétrécissement des libertés d'expression et les arrestations arbitraires qui s'observent actuellement dans le pays. Cette préoccupation de la Danemark est partagée par la Belgique et l'Allemagne, sauf que ce dernier pays ajoute qu'il est très préoccupé par les violences sexuelles faites aux filles et femmes. De son côté, la Chine apprécie l'évolution de la situation au Burundi sur base du nombre de Burundais qui ont été déjà rapatriés volontairement. La Chine exhorte la communauté internationale de faciliter le dialogue interne. Et la Tanzanie, qui pour sa part se montre très préoccupée du manque criant des fonds pour faciliter le retour des réfugiés burundais. En même temps, le représentant de la Tanzanie dans cette session a demandé aux acteurs politiques burundais de privilégier le dialogue inclusif et cela sous l'égide de la communauté est-africaine.
Le journal poursuit. Les violences politiques à la veille des élections de 2020 sont une réalité aujourd'hui au Burundi, constate Frédéric Bamvunyumvira, ancien vice-président du Burundi. Il propose l'assainissement de l'environnement en matière de liberté publique. Et le constat est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des partis qu'on laisse aller sur le terrain, mais il y en a d'autres qui sont train, qui n'ont pas l'autorisation d'aller sur le terrain. Et s'ils sont à poids, ils sont traqués. Nous avons entendu même des propos des responsables de police menaçant justement le CNL et le CNL qui est un nouveau parti, mais malheureusement qui fait une montée fulgurante et qui inquiète le pouvoir. Et comme solution, c'est de traquer ces militants du parti CNL. Donc ça devient un problème réel. Et en réalité, c'est le refus même du multipartisme. Le multipartisme ne signifie pas juste un parti politique qui vient s'imposer et imposer son point de vue aux autres formations politiques. Ce n'est pas cela. Et que quiconque ose dire ou montrer un peu de force politique, ils sont écrasés. Ce n'est pas ça le multipartisme. Je crois qu'ils devraient oser afficher leur position qu'il n'y a pas de multipartisme dans le pays, qu'ils veulent un monopartisme, mais qu'ils veulent le cacher sous les derniers du multipartisme. Ça veut dire composé par des partis qui sont des petits satellites du parti au pouvoir. Je crois que c'est ça qu'il faut considérer comme situation politique dans notre pays. Frédéric Bamvunyumvira a dit également que le pouvoir de Bujumbura devrait intégrer tous les partenaires politiques dans la gestion de l'État, surtout dans l'élaboration des textes légaux, la Constitution et le Code électoral. La Constitution dit quoi par rapport aux élections de 2020? D'abord, cette Constitution est venue intégrer l'accord d'Arusha et la Constitution de 2009 qui en était ici. Donc, ce qui signifie que aujourd'hui, un parti politique qui a eu 51% va régner sur le Burundi, ça tient compte, par exemple, d'autres formations politiques qui auraient eu 49%. Alors que justement, la cause des conflits a été politique telle que ça a été constaté à Arusha. Il fallait résoudre ce problème en intégrant tout le monde dans la gestion de l'État. Non pas comme on le veut, mais en essayant de solliciter la volonté de la population à travers les élections. Ça veut dire le peuple pouvait dire non, vous êtes le premier, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, et il y avait un seuil qui avait été accepté, qui pouvait permettre à ce qu'elle soit uniquement rassemblée, ou qu'il soit à l'Assemblée et au gouvernement. Je pense que c'est une constitution et une associative qui permettait à tout le monde de composer pour qu'il y ait une harmonie sociale. Malheureusement, il a été constaté que Burundi, ils sont partis, veulent régner sur le Burundi, et cela sans partage. Donc ce n'est pas de la démocratie, ça c'est un pouvoir exclusif. L'autre élément de cet environnement légal, c'est ce qu'on appelle le code électoral. On a constaté que le code électoral a été élaboré et vient d'être signé par le président de la République. Et cependant, d'autres formations politiques à part le CNDD et ses satellites n'ont pas été associés à l'élaboration de ce texte. Et selon Maître Armel Nyongere, président de la CAT Burundi, les violations des droits humains qui s'observent au Burundi ne peuvent pas permettre qu'il y ait des élections libres et transparentes. Pour lui, le fait que le pouvoir persiste dans le mal, enfermant les radios indépendantes et l'organisation Parsem est un autre signe qu'il n'y a pas de liberté au Burundi. Suivez. Depuis le référendum de mai 2018, on observe de graves violations des droits de l'homme au Burundi, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, et des tortures, d'autres crimes graves liés aux violations des droits de l'homme à l'endroit des opposants politiques, des gens de la société civile, des journalistes. Et on observe des restrictions de l'espace civique et politique. Là, je parle de la fermeture des radios indépendantes, notamment à BBC, Voix d'Amérique, et l'intimidation de fermeture à la radio RFI.
Et tout cela montre qu'il y a de fermeture de l'espace civique et politique. Et vu aussi que même les organisations de droits de l'homme, ROCAR international, aussi rencontrent des intimidations, des fermetures, des suspensions. Et là, je parle de l'association Parsène qui a été suspendue dernièrement. Et puis, il y a d'autres organisations internationales qui ont quitté le pays parce que l'espace est fermé, l'espace civique est fermé. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme à la veille des élections 2020. Raison pour laquelle nous demandons à la communauté est-africaine, à l'Union africaine, aux Nations unies de rester vigilants quant à la situation des droits de l'homme au Burundi. L'impact de ces rapports de la commission spéciale indépendante d'enquête sur le Burundi et sur le long terme, précise l'expert en droit international. À part que les 10 rapports font le contrepoids au discours des autorités burundaises, ils influencent les coopérations du Burundi et autres pays du monde. Suivez Emmanuel Klimis, expert en droit international. Le droit international, ce n'est pas une solution à tous les problèmes individuels, c'est plutôt un enjeu de long terme. Alors, il pèse évidemment du poids des États, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est fichu. Il existe quand même plusieurs pistes qui sont présentes. Parmi ces pistes, la piste de la pression diplomatique qui existe, elle semble pas très plausible aujourd'hui, vu une normalisation relative des relations entre les différents partenaires bilatéraux du Burundi. Mais cette normalisation, c'est la preuve ou l'illustration que le travail du Conseil des droits de l'homme et de cette commission spéciale d'enquête est absolument essentiel pour rappeler que la normalité, elle n'est pas d'application aujourd'hui au Burundi. Et donc il y a une possibilité, à plus long terme, de revirement éventuel, notamment en lien avec d'autres volets de la diplomatie, le commerce, la coopération au développement, etc., etc. Quatrième point, il y a un enjeu, une piste encore à suivre, qui est bien sûr la plus connue ou la plus évidente dans l'esprit des gens, c'est celle de recours judiciaire qui existe. La responsabilité pénale des gens qui sont coupables de ces violations des droits de l'homme est engagée. Elle peut être engagée devant les tribunaux burundais, elle peut être engagée avec les difficultés qu'on connaît bien sûr dans l'application de la justice face à ce genre de situation aujourd'hui, et devant les tribunaux étrangers aussi, dans les cas de figure par exemple de victimes qui seraient des étrangers ou des binationaux. Il n'y a pas beaucoup de solutions à court terme qui sont satisfaisantes, ça vous le savez. Alors à plus long terme, il y a quand même un enjeu important de collecte de témoignages, de collecte de preuves pour utilisation ultérieure. Et là, le travail de cette commission spéciale d'enquête, il est tout à fait essentiel. L'enjeu final avec ce rapport, c'est évidemment sa visibilité. Sa visibilité, sa diffusion, elle fait contrepoids au discours officiel et aux manifestations anti-Nations Unies qui peuvent avoir lieu au Burundi. C'est un rappel que, contrairement aux discours qui sont parfois relayés au Burundi, le travail d'une commission d'enquête du Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est pas de l'ingérence coloniale, c'est pas de l'ingérence politique. Au contraire, c'est le rappel d'obligations internationales auxquelles le Burundi a librement et volontairement souscrit et de longue date et avec des dizaines d'autres États dans le monde. Et donc c'est le Burundi qui revient aujourd'hui sur ses engagements, c'est le Burundi qui revient aujourd'hui sur ses engagements internationaux et qui engage ses responsabilités internationales. Et là, toutes les manifestations, qu'elles soient spontanées ou pas, n'y changeront rien. Et voilà, c'est ce que prend fait cette édition de la synergie des médias Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. À la prochaine.